le média se voulait une télévision novatrice, insoumise. En quelques semaines, les départs, les querelles se sont multipliés. La ligne éditoriale est contestée. Des fake news, des mensonges médiatiques apparaissent, notamment avec l'annonce d'un prétendu étudiant dans le coma à Tolbiac. Depuis 4 ans, TV Liberté vous offre chaque jour une information différente, vérifiée, alternative, pour maintenir sa liberté et son indépendance. Donnez à TV Liberté, donnez à la presse que vous aimez. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs de TV Liberté. Bienvenue dans Politique et Économie, mais auparavant, nous allons entendre Natacha. Alors cette semaine, ma chère Natacha, qu'y a-t-il dans les dessous de l'économie ? Oui, merci Olivier. Voici les sujets importants que nous avons retenus pour vous dans l'actualité économique de cette semaine, le sommaire en images. Cette semaine, dans les dessous de l'écho, 2%, c'est le chiffre record de la croissance française en 2017. Problème, ce chiffre a été légèrement dopé, vous allez voir comment dans un instant. L'État va donc reprendre une grosse partie de la dette de la SNCF. Pour tenter d'enrayer la grève ? Pas du tout. On vient d'apprendre qu'il n'avait en fait pas le choix à cause des règles européennes. Enfin, l'inflation est de retour, plus 2% l'an dernier, avec une nette accélération de la hausse ces derniers mois. Nous verrons à la fin de ce rendez-vous si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'était la première fois que l'économie française retrouvait un niveau honorable de croissance, à savoir 2%. Et tant pis si Emmanuel Macron et son gouvernement n'y sont pas pour grand-chose. La petite croissance française, enregistrée pour 2017, n'est ni plus ni moins que la conséquence de la reprise de l'économie mondiale. D'ailleurs, la France a comme souvent moins profité de la reprise que la plupart de ses voisins. Mais tout cela ne serait pas très grave si l'on n'avait pas découvert que ce chiffre de 2% a en prime été dopé. Oui, dopé par l'introduction de nouveaux paramètres dans le calcul de la croissance française, en l'occurrence le trafic de drogue. L'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, a ainsi injecté 2,7 milliards d'euros d'activité économique supplémentaires dans le calcul du produit intérieur brut français. 2,7 milliards, c'est en effet l'estimation, forcément réalisée au doigt mouillé, du poids du commerce de la drogue dans notre pays. À ces 2,7 milliards, il convient également d'ajouter 800 millions d'euros qui représente le montant, toujours estimé, des importations de drogue dans notre pays. Ces 800 millions, s'agissant d'importations, n'entrent pas dans le PIB, mais ils viennent en revanche aggraver encore un peu plus le déficit de la balance commerciale. Que représentent ces 2,7 milliards d'euros ? Très exactement 0,1 point de PIB. Autrement dit, sans cet apport arrivé à point nommé, la croissance française n'aurait été que de 1,9%, ce qui faisait nettement moins bien sur le tableau. Soyons toutefois honnêtes, l'INSEE a intégré le trafic de drogue dans ses statistiques à son corps défendant, contraint par les instituts statistiques européens et internationaux, dont celui du FMI, qui, eux, comptabilisent depuis longtemps le trafic de drogue pour les autres pays et le PIB mondial. Cette différence de calcul défavorisait la France dans les comparatifs internationaux. Cette différence va d'ailleurs encore un peu persister car un autre chiffre n'est pas intégré pour l'instant dans le calcul de la croissance française. C'est le chiffre d'affaires de la prostitution. L'INSEE l'estime immoral, d'autant que la plupart des acteurs de ce « marché » entre guillemets sont contraints. En Angleterre, où la prostitution entre dans les statistiques officielles, l'ensemble drogue-prostitution pèse l'équivalent de 11 milliards d'euros. Non, la promesse de reprendre une grosse partie de la dette de la SNCF n'était pas un acte politique, généreux, destiné à désamorcer la grève qui s'enlise. On vient d'apprendre qu'en fait, le gouvernement n'avait pas vraiment le choix. Les règles comptables européennes l'auraient de toute façon obligé à réintégrer la dette de la SNCF dans ses comptes dès 2019. Pourquoi ?
Tout simplement parce que les règles européennes obligent les entreprises publiques, qui dépendent à plus de 50% de subventions, à transférer leur dette à l'État. Or, depuis plusieurs années maintenant, le chiffre d'affaires commercial de la SNCF baisse lentement, mais sûrement, quand la part de subventions apportée par les collectivités, essentiellement les conseils régionaux, pour faire circuler les trains régionaux augmente tous les ans un peu plus. Peu de gens le savent, mais dans certaines régions, les trains régionaux sont financés aux 3/4 par de l'argent public et des subventions, le prix payé par les voyageurs pour leurs billets ou leur abonnement ne couvrant qu'un petit quart des dépenses réelles engagées pour les transporter. Conséquence, quand le gouvernement annonce qu'il va reprendre 35 milliards d'euros de dette en 2 temps, 25 milliards en 2020 et 10 milliards en 2022, il ne fait en fait que gagner du temps, voire même reporter à plus tard ce qui devait lui tomber dessus dès l'an prochain, au risque d'aggraver les performances économiques du pays, ce qu'il affichait assez mal pour la 2e année du mandat d'Emmanuel Macron. L'inflation, autrement dit la hausse des prix à la consommation, a fait un bond inattendu le mois dernier, avec pour conséquence de porter le chiffre de l'inflation en rythme annuel à 2%. Ce niveau n'avait plus été atteint depuis 2012, mais surtout n'avait pas non plus été anticipé par les prévisionnistes qui maintenant craignent une poussée de fièvre de l'inflation, peut-être 2,2 ou 2,4% dans les prochains mois, en rythme annuel toujours. Vous ne serez pas étonné d'apprendre que la hausse des prix du carburant, mais aussi du fioul et du gaz domestique, sont pour une large part responsables de cette augmentation. Faut-il s'inquiéter d'un redémarrage de l'inflation ? Bien sûr, car qui dit prix en hausse, dit pouvoir d'achat en baisse. Les Français vont le sentir passer rapidement dans leurs comptes dès les prochains mois et déjà dès l'été, quand l'explosion du prix des carburants et l'augmentation des tarifs des péages auront grévé leur budget vacances. En revanche, il y a tout de même quelques millions de Français qui sont en droit de se réjouir d'un redémarrage de l'inflation. Ce sont ceux qui se sont endettés à des taux canons ces derniers mois ou dernières années. Que ce soit les crédits immobiliers, souscrits parfois à 1,5 ou 1,8%, ou même des crédits à la consommation, parfois consentis à seulement 2 ou 2,5%, un redémarrage de l'inflation signifie pour eux que le crédit ne leur coûte plus rien, à condition toutefois bien sûr que les salaires suivent et augmentent à leur tour, au moins au même rythme que l'inflation. C'est la fin de ce rendez-vous des dessous de l'écho, à la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons parler, comme je vous l'avais annoncé déjà, de la question des monnaies libres, alternatives, crypto-monnaies, nous verrons comment les appeler. Et mon invité est Benoît Lavenier. Bonjour. Bonjour Benoît Lavenier, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Et vous êtes informaticien, vous dirigez une entreprise informatique, c'est ce qu'on appelle les SS2I. Voilà. Hein, et les SS2I, société de services informatiques. Voilà, d'ingénierie informatique, voilà, exactement. Voilà. SS2I, il y en a de petites, puis il y en a de très grosses, bien sûr. Vous, c'est une petite entreprise. Oui, tout à fait, hein, très petite. Et vous travaillez à des logiciels dédiés pour l'international, pour des entreprises internationales. Alors, pour le monde de la recherche, principalement. Et surtout pour la recherche. Voilà. Bon. Et nos téléspectateurs vont comprendre aisément comment vous vous êtes intéressé au problème des crypto-monnaies, des monnaies libres. Parce que, en tant qu'informaticien, évidemment, cela suppose des connaissances en ce domaine, mais je rassure nos téléspectateurs, si vous voulez rentrer dans les monnaies libres, vous pourrez le faire, et tout à l'heure, Benoît Lavenier nous dira comment on peut rentrer dans ces monnaies libres. Mais avant d'y rentrer, cher ami, il faudrait que nous sachions d'abord, au fond, pourquoi changer de monnaie ? Car nous avons des euros. On a changé il y a 18 ans, nous avons des euros dans notre poche, il y avait des francs. Alors, vous voulez nous faire changer de monnaie de nouveau ? Alors, moi, je ne suis pas là pour vous convaincre. Avant tout, non, je crois que c'est important. Moi, j'ai rien à vendre, déjà. J'ai rien à vendre. Et si j'ai agi dans le domaine des monnaies libres, c'est parce que, avant tout, j'ai des convictions personnelles, au-delà de mon métier. Alors, il faut dire, convictions, qui sont des convictions spirituelles, religieuses. Oui, je suis chrétien. Vous êtes un chrétien, et vous considérez que, au fond, vous appliquez le principe de subsidiarité en défendant des monnaies
accessible à tout le monde finalement. En fait, ce qui m'a touché, c'est vraiment la souffrance des gens. Voilà, la souffrance du peuple, des petites gens. Moi, j'habite en province et on voit les commerces qui ferment, on voit les fameuses fosses de Venture dans nos petits villages un peu partout. Donc Pierre Jovanovic s'est fait une spécialité. Donc ça fait quand même mal au cœur. Je rencontre tous les matins au PMU où je vais prendre mon café des entrepreneurs locaux, des gens qui sont des artisans. Et tout le monde souffre, quoi. Oui. Et donc j'ai cette chance-là d'être formé pour... c'est mon métier, je suis ingénieur en informatique, donc formé à essayer de trouver des solutions. Tous ces gens-là, ce sont des gens de la périphérie. Vous savez, ces fameuses périphéries délaissées, à qui on va mettre des charges sur le diesel supplémentaires, 80 km/h sur les petites routes départementales, des centres médicaux à 50 km. Bref, ça continue. Mais nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes là pour parler de ces monnaies libres. En quoi allez-vous aider les petites gens, comme vous dites, en créant une monnaie libre? Alors, moi j'explique souvent qu'avant de parler de ce qui est pour moi un médicament, la monnaie libre c'est un vrai médicament, il faut déjà comprendre en quoi on est malade. Voilà. Et si vous allez voir votre médecin et qu'il commence à vous parler d'un médicament et que vous n'avez pas aucun diagnostic, ça va être embêtant pour vous d'accepter ça, de le prendre tous les jours. Docteur, j'attends votre diagnostic. Donc ce qui m'a semblé, et on est beaucoup à effectivement faire ce diagnostic, c'est que le système financier, le système économique est malade à sa source. La source, c'est, je vous promets que je ne veux pas être technique, je dis ça pour les spectateurs, la source de l'économie, c'est la monnaie. C'est un peu le sang dans le corps qui serait l'économie. Exactement. S'il n'y a pas de sang, s'il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas d'économie. Le troc, ça n'a quasiment jamais existé. Le début de l'écriture, l'écriture a vu le jour, parce qu'on comptait, on comptabilisait des dettes, etc. Donc le sang vraiment de notre économie, c'est la monnaie. Et il se trouve que cette monnaie est gérée par un monopole bancaire avec deux grands acteurs, les banques centrales d'un côté et puis les banques privées de l'autre, qui se relaient à tour de rôle. Vous avez voulu, vous m'avez dit tout à l'heure que vous vouliez être pédagogue, ne pas être technique. Il faut préciser à nos téléspectateurs que l'essentiel de la monnaie qui circule est fabriqué surtout par les banques privées. Tout à fait. Oui. Alors qu'ils sont convaincus, pour certains, que c'est la Banque centrale, que ce soit la BCE ou la Banque de France, qui le fabrique. Voilà. Donc c'est un peu comme si, pour prendre une image, comme si vous utilisiez pour acheter votre pain des points d'un magasin, je ne vais pas citer une chaîne de magasins, mais vous savez, les points fidélité. Voilà. Donc on a des points fidélité, sauf que c'est des points fidélité, caisse d'épargne, crédit agricole, etc. Voilà. Vous voyez ? Fabriqués par les banques commerciales. Par les banques commerciales, et sachant qu'elles n'ont aucun engagement à servir l'intérêt commun. Elles respectent les lois, c'est entendu, je ne fais pas de discrimination, d'accusation sur ce thème-là, mais disons qu'elles n'ont pour seul but que de faire des gains. Voilà. Donc on utilise un outil qui est fait pour quelques-uns, par quelques-uns. Ajoutons ceci, que quand on parle de monnaie libre, on dit mais c'est une monnaie virtuelle, c'est une monnaie irréelle. Pourquoi ? Parce que la monnaie que vous avez, chers concitoyens, chers téléspectateurs, la monnaie que vous avez dans votre poche, elle est réelle. Elle est totalement factice. Oui, les pièces et les billets qu'on utilise dans l'économie, ça représente moins de 5%. On n'est pas, à peu près 5% des échanges. Mais en soi, n'a aucune valeur. Voilà, c'est ce qu'on appelle la création ex nihilo, créée à partir de rien, des chiffres sur un compte. Donc, faut savoir, par exemple, dans la zone euro, on a ici les chiffres de la BCE. Alors, nous montrerons ces chiffres à nos téléspectateurs. Donc on voit qu'en fait, tout simplement, la BCE crée de la monnaie à hauteur de 11 000 milliards d'euros. Et voilà, elle a créé un rythme assez incroyable avant 2008. Ça s'est arrêté après 2008, au moment de la crise. Et puis là, elle reprend de plus belle. Donc on a cette création de monnaie qui ne suit, vous le voyez bien, aucune règle, a priori, aucune règle figée. Voilà. Donc on ne sait pas ce que ces acteurs qui ont le monopole suivent comme règle finalement. On ne peut pas prédire la quantité de monnaie qu'il y a dans la zone euro. Et ça pose un gros souci, cette quantité de monnaie qui fluctue suivant la bonne volonté de quelques-uns, parce qu'ils sont vraiment très très peu nombreux. Monsieur Mario Draghi. Voilà, Monsieur Mario Draghi, et puis les banques privées aussi de l'autre. Ça pose un gros souci, c'est qu'en créant de la monnaie, on change sa valeur. Voilà.
Donc il y a un conflit d'intérêts majeur, c'est qu'ils peuvent créer de la monnaie et ça va influer directement sur les prix des biens, de la consommation. Vous savez comment le Moyen-Âge appelait cette création monétaire ? Le morbus numericus. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire la maladie numérique. Voilà, une pathologie. Déjà, le Moyen-Âge le percevait, ça. Vous voyez ? Je vous laisse vous exprimer. Voilà, donc si on prend le deuxième graphique, là, on a cette fois-ci la quantité des agrégats, ce qu'on appelle les agrégats monétaires de l'euro. Deuxième graphique, les agrégats monétaires, oui. Donc on va cumuler ce qu'a créé la Banque Centrale Européenne, la monnaie dite monnaie centrale, avec les monnaies créées par les emprunts auprès des banques privées. Alors les monnaies bancaires sont en orange, n'est-ce pas ? Et la monnaie européenne, la monnaie voilà, il y a M1, M2, Banque M3, centrale, voilà. Et donc le total forme l'ensemble de la... Et en jaune, M3. Alors, pour revenir à des choses simples pour que les spectateurs comprennent bien l'enjeu de la quantité de monnaie, je peux prendre une petite histoire, je peux raconter une petite histoire. Imaginez, vous avez des enfants, imaginez enfin c'est mon cas, j'imagine mon fils qui rentre de l'école et qui dit « Ah papa, super !» en lançant son sac, « Super, j'ai eu 9 !» Ah oui, mais qu'est-ce que vous allez dire si votre enfant vous dit ça? Vous allez dire 9 sur combien? Sur 10. Eh oui, sur combien? Parce qu'effectivement, si c'est 9 sur 10, tout va bien, hein, vous allez lui faire une petite tape dans le dos et une félicitation. Mais si c'est 9 sur 20, effectivement, ça devient moins bien. Eh bien, c'est exactement le même problème avec la zone euro. Il faut qu'on sache les montants, les prix qu'on a, ce que vous avez sur votre compte, votre épargne, sur combien, dans quel ensemble ça se situe. Et en fait, si on regarde la moyenne dans la zone euro, on a à peu près 300 000 usagers dans la zone euro. Eh bien, si on divisait la quantité totale d'euros... 300 millions, vous voulez 300 dire. millions, pardon. Si on divisait cette quantité totale d'euros par les 300 millions, eh bien, on arriverait à... Alors, j'ai le chiffre ici, qui a été mis à jour en mars dernier. On aurait 39 700 euros sur le compte de chaque citoyen. Ça veut dire que, messieurs, mesdames, si vous n'avez pas sur votre compte 39 700 euros, vous et vos enfants, faut cumuler, vous êtes 5 à la maison, vous faites x5, eh bien vous êtes en dessous de la moyenne. Voilà. Alors vous voyez bien tout de suite la proportion de... Certains ont vraiment des quantités énormes et d'autres vraiment très inférieures. Et donc quand on dit « je gagne 2 400 euros par mois », ça ne veut rien dire si on ne sait pas sur combien. Donc, d'où l'intérêt, dans notre réflexion, de réfléchir sur la quantité totale d'euros, et même plus encore sur la valeur moyenne de la quantité moyenne par habitant d'euros. Et ça nous donne une bonne indication. Mais vous préférez carrément la solution qui consisterait donc à créer une monnaie libre. Voilà, on a trouvé des solutions. Pourquoi on a été amené à réfléchir à ça? Tout d'abord, il me semble qu'il faut vraiment qu'on arrête de dire qu'on est en crise. C'est la crise, certes, pour les petites gens. Pour les gens qui ont le système dans les mains, est-ce que c'est la crise? Mais non, tout va bien. Mais tout va bien. Alors, est-ce que vous allez demander à ces gens-là de changer, sachant que tout va bien? Quand vous avez une voie, et même tout va de mieux en mieux. Donc imaginez, vous achetez une voiture, je ne sais pas quelle est votre voiture s'améliore de mois en mois. Elle est repeinte, elle va toujours de plus en plus vite, elle a plus d'options. Mais vous n'allez pas la changer. Donc je pense qu'un des premiers biais, des premières ornières dans lesquelles il faut qu'on sorte, c'est de se dire qu'ils vont changer. Les élites de nos pays n'ont pas intérêt à changer. Bien sûr que non. Or, ce sont elles qui pourraient être à l'initiative du changement. Mais comment voulez-vous qu'elles changent, puisqu'elles bénéficient de la mondialisation en achetant des produits venus de Chine, mais avec des revenus financiers qui leur permettent d'acheter à bon marché, de disposer de biens et de services. Disons qu'ils ne souffrent pas, voilà. Ouais, ils ne souffrent pas. Il n'y a pas de souffrance. Tout va bien, voilà, il n'y a pas de souffrance, donc il n'y a pas un intérêt majeur à changer. Donc notre constat à nous, c'est de dire, pourquoi on attend? Puisque ces gens-là ne changeront pas a priori, et on ne va pas les forcer. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis chrétien, donc je n'ai pas envie de faire violence même à ces gens-là, en fait, que je respecte infiniment, mais je veux, et je redis, et c'est le mouvement des monnaies libres qui le dit aussi, on dit à chaque personne, vous êtes libre d'utiliser une autre monnaie que l'euro, parce qu'on ne le sait pas, mais c'est légal, effectivement, d'utiliser d'autres monnaies que l'euro. Voilà, on a obligation, quand on est un commerçant, une entreprise, d'accepter l'euro, mais pas uniquement l'euro. Vous avez le droit d'accepter plusieurs monnaies. Légal, dites-vous. Oui, bien sûr. Personne ne peut vous interdire de payer, par exemple, à Biarritz en €, par exemple. Non, personne ne peut vous interdire. Le €, c'est la monnaie libre des Par contre, masses. vous êtes obligé, si quelqu'un veut payer en euros, vous êtes obligé d'accepter en euros. Mais voilà, mais ça ouvre quand même pas mal de possibilités. Alors, on a compris pourquoi changer de monnaie. Et c'est finalement un propos économique
à orientation sociale. Nous sommes bien d'accord. Oui, oui. Parce que vous pensez, à juste titre, je ne suis pas loin de partager ce point de vue, que une partie de la classe moyenne et des classes, disons, défavorisées en France, sont pénalisées par le système. Et de plus en plus. Ouais. Et de plus en plus. Bon, maintenant, dans la seconde partie, nous allons essayer ensemble de voir comment construire cette alternative. Vous allez expliquer à nos téléspectateurs comment on peut construire une crypto-monnaie ou une monnaie libre. Et qu'est-ce qu'une monnaie libre? Quel est son fondement? Quelles sont ses racines? Mais, tout simplement, si vous et moi, nous entrons en relation commerciale, et que nous décidons que ça, les stylos sera une valeur, sera une monnaie, après tout, on peut échanger en stylo. On peut commencer à tout mesurer en stylo. On échange en stylo, voilà. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Ça, c'est la monnaie, c'est un référentiel. Voilà. Un référentiel commun qu'on partage. Voilà. Très bien. Donc, nous allons développer ça après la pause. Alors, chers téléspectateurs, en compagnie de Benoît Lavegnier, nous allons maintenant réfléchir sur l'alternative, sur la monnaie libre. Et crypto-monnaie, comme on dit. Alors, évidemment, la plus connue d'entre eux, c'est le Bitcoin. Alors, il faut clarifier les termes. Voilà. Il y a crypto-monnaie c'est une technologie en fait qui s'appuie sur les blockchains. Voilà. Ouais. Donc on va essayer d'expliquer ce que On va c'est. expliquer la blockchain. Hein. La monnaie libre, c'est autre chose. La monnaie libre, c'est un fondement qui permet de créer la monnaie de manière juste entre les hommes. Donc on va y revenir dans une deuxième partie. Très bien. Voilà. La monnaie libre n'est pas la crypto-monnaie. Non, elle s'appuie sur la technologie de la crypto-monnaie, mais c'est une forme de monnaie particulière. Donc la plus connue, effectivement, des crypto-monnaies, vous l'avez dit, c'est le Bitcoin. Alors comment fonctionne le Bitcoin? Si je fais ça en 2 petites minutes, vous trouverez beaucoup d'informations sur Internet. Le Bitcoin, déjà, c'est décentralisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas, si je prends l'image, on a quitté le monde du Minitel, vous voyez, où le Minitel, on avait des petits terminaux qui dépendaient d'un distributeur d'informations qui était centralisé. Donc aujourd'hui, l'analogie, c'est le système bancaire. Oui. Et on passe à l'Internet, à l'ère de l'Internet, c'est-à-dire que c'est décentralisé. Il n'y a plus vraiment d'institution fixe. L'institution, c'est le réseau d'ordinateurs qui peut être étendu en fonction des ordinateurs qui décident de participer. Voilà. Donc c'est un accès libre, je dirais, au pilotage de la monnaie. D'accord. Et le blockchain, c'est... Alors, de manière simple, on pourrait dire que c'est un livre de compte dans lequel est inscrit toutes les transactions, mais pas seulement, parce qu'un livre de compte, c'est uniquement des transactions, parce qu'il n'est pas question de création de monnaie. Là, en plus des échanges, donc Sophie a payé à Marcel, Marcel a payé à Alfred, etc. En plus de ça, on va inscrire la création de la monnaie. Donc la monnaie de type Bitcoin, par exemple, n'est pas créée contre une dette, comme le système, comme l'euro, comme la monnaie bancaire. Elle est créée contre un calcul, contre, on va dire, un challenge mathématique que doit résoudre un ordinateur. Et s'il est le premier à le résoudre, eh bien, il va être crédité, l'ordinateur est crédité. Donc, quelque part, celui qui le possède, son propriétaire, va être crédité d'un petit peu de monnaie. Et ce calcul est de plus en plus compliqué. Ce qui fait que la forme d'une monnaie comme le Bitcoin, c'est quand même une monnaie qui est rare. En fait, c'est une monnaie qui est rare. Il n'y aura jamais plus, on le sait, de 21 millions de bitcoins de créés. Et c'est fixe, ça fait partie des règles. Donc c'est la seconde caractéristique, on va dire, des crypto-monnaies de ce type, c'est que les règles sont figées. D'accord. Donc c'est transparent, on pourrait dire. Mais sa valeur a varié dans le temps. Elle a augmenté. Sa valeur par rapport à quoi ? Eh oui, mais c'est ça la question. C'est parce qu'il y a une forte demande alors. Alors c'est sa valeur en monnaie non libre, on pourrait dire, en monnaie traditionnelle d'État, effectivement, les euros, les dollars, il y a un marché qui s'est créé. Voilà. Oui. Nous avons basculé là dans la spéculation. Alors c'est une monnaie qui a, à mon avis et mon sens, qui a peu d'intérêt d'un point de vue social. Oui. Pourquoi ? Il y a plusieurs aspects. Alors j'ai amené un petit graphique qui présente la courbe de création du Bitcoin. Vous voyez ? Pas mal.
Donc vous voyez qu'en fait, cette monnaie... À nos téléspectateurs, ils l'auront au final. La courbe fait ceci, chers téléspectateurs. Voilà, donc il y a de moins en moins de monnaie créée, et on sait exactement en quelle année. Une phase de plateau. Voilà. Donc au bout d'un moment, il n'y aura plus de monnaie de créée. Il y a un rendement décroissant en quelque sorte. Voilà, c'est ça. C'est une courbe logarithmique, donc il y a de moins en moins de monnaie, et ça atteindra 21 millions. Alors effectivement, il y a un problème, c'est que les premiers entrants dans la monnaie vont pouvoir participer plus facilement à recevoir de la monnaie que les suivants. Et les générations futures n'auront pas d'intérêt à adhérer à cette monnaie, puisqu'elle aura été captée par... donc ce sera uniquement une monnaie d'échange ou de stockage de valeur, je dirais. Alors, il existe... Une réserve de valeur, voilà. Avant de parler de votre propre initiative de monnaie libre, le June, c'est ça? La June, voilà. Bon. Est-ce que, par exemple, l'Ethereum, qui est aussi une monnaie... Alors, il y a effectivement autour du Bitcoin, il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle les altcoins, donc plein de monnaies qui s'en inspirent, avec des caractéristiques différentes, dont l'Ethereum, mais qui ne changent pas fondamentalement l'analyse, c'est-à-dire que les machines vont être récompensées. En fait, c'est les puissances de calcul qui vont être récompensées. Donc si je schématise à outrance, les êtres humains meurent complètement, les machines vont continuer à créer des bitcoins ou des Ethereum, ce qui sert absolument à rien. L'être humain n'est pas reconnu. En fait. Voilà, très bien. Donc ceux qui ont intérêt, et c'est important de comprendre, ceux qui ont intérêt à aller dans ces monnaies-là, c'est ceux qui peuvent soit acheter des machines, donc c'est ce que font massivement les Chinois, par exemple, les différents grands pays qui investissent massivement dans donc c'est des usines de production de Bitcoin, comme vous avez ici. Alors, qui est une catastrophe d'un point de vue écologique, d'ailleurs. Ça consomme énormément. Ils ne produisent pas des monnaies, nous sommes bien d'accord. Ils produisent des ordinateurs, nous sommes bien d'accord. Ah non, alors, donc ces fermes, ces mines de Bitcoin calculent les transactions. C'est ça. Et elles sont toutes, c'est ça l'aberration, c'est qu'elles sont toutes en compétition les unes avec les autres, même au sein de la même pièce, pour réaliser le calcul le plus rapidement possible, pour peut-être recevoir le peu de création de Bitcoin. Ah, d'accord. Ou d'Ethereum. D'accord, je vois. Donc il y a un intérêt à posséder, si vous voulez. D'accord. Des machines. D'accord. Mais ces machines sont des ordinateurs. Oui, c'est des ordinateurs. Mais quelque part, ça avantage évidemment les possédants. C'est-à-dire les gens qui peuvent investir dans des infrastructures comme ça, c'est pas Madame Michu. Vous voyez. Alors, justement, là, vous avez... on montrera l'image à l'antenne, est-ce que chaque case représente un ordinateur ou c'est un gigantesque ordinateur? Non, c'est que des ordinateurs en série. C'est énormément d'ordinateurs. C'est monstrueux. Ah oui. Alors, une ferme comme ça doit consommer dans les 80 000 euros d'électricité par mois. Vous voyez, c'est vraiment, d'un point de vue écologique, c'est une aberration. Il faut dire quand même que le système bancaire actuel, d'un point de vue écologique, aussi c'est une aberration. Oui, parce que les conséquences de la dette sont énormes. Mais oui, bien sûr. Il consomme aussi beaucoup d'électricité pour la gestion de la dette. Il n'y a pas de problème. Alors, nous sommes donc dans deux impasses, finalement. Alors, la nouveauté quand même, c'est que les crypto-monnaies comme le Bitcoin existent et elles n'ont pas été arrêtées. Donc il y a eu des rumeurs, peut-être les téléspectateurs ont entendu des choses, attention, il y a eu des vols, etc. Non, il n'y a jamais eu de vol, de faille majeure dans les règles de la monnaie. En fait, il y a simplement eu des vols de gens qui ont perdu, si vous voulez, l'équivalent de leur carte avec le code dessus. Si vous voulez. Ils ont perdu les clés, ils ont fait voler les clés d'accès au compte. Voilà. Donc ça arrivera toujours. Et un bug informatique ne peut pas compromettre éventuellement la valeur de ces monnaie. En tout cas, jusque-là, les choses ont plutôt bien tourné. Il y a souvent eu des bugs autour de ces monnaies. C'est des systèmes décentralisés. Et alors, ce qu'il faut comprendre dans les systèmes décentralisés, c'est que c'est très résilient, c'est-à-dire c'est très résistant. Donc ça s'inspire, je vais prendre une image, parce que j'aime bien prendre des images, ça clarifie les choses. C'est pédagogique. C'est pédagogique. C'est un peu comme les cellules de votre corps. Depuis le premier jour de votre vie, la première cellule qu'il y a eu au jour de votre conception avait tout l'ADN de votre corps. Oui, et depuis, chaque cellule qui s'est créée a répliqué tout l'ADN. Oui, c'est ça. D'un point de vue humain, de l'intelligence humaine ne ferait pas comme ça. Elle se dit, c'est pas du tout efficace, il faut répliquer la donnée partout. Donc c'est un système décentralisé, on pourrait dire, l'ADN. Mais le coup de génie de la nature, c'est que du coup, le corps n'est pas dépendant d'une seule cellule. Si elle mourait, tout le corps s'arrêterait. Vous voyez ? Oui, bien sûr. Donc on a répliqué. Et la nature fait ça massivement.
Dans les plantes, c'est pareil, dans toute la nature, c'est comme ça. Il y a une analogie tout à fait frappante là. Oui. Voilà, et donc dans les crypto-monnaies, on va répliquer dans chacun des ordinateurs entièrement toutes les règles de la monnaie, l'ADN de la monnaie, c'est-à-dire pour le Bitcoin, la règle de création monétaire, oui. Et tout l'historique des transactions. Ce qui fait que c'est très difficile, très difficile d'arrêter une crypto-monnaie. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, messieurs, mesdames, parce que, eh bien, rien ne nous empêche de le faire. Et ce n'est pas arrêtable. Voilà, il suffit d'Internet. C'est toute proportion gardée, c'est comme Internet. On ne peut pas empêcher la logique de diffusion, y compris les fake news, etc. etc. Voilà, et pourquoi? Alors, si je me permettais une parenthèse... Oui, c'est l'ingénieur informatique pour Internet, qui parle. Voilà, et c'est important de démocratiser ça. C'est-à-dire qu'Internet, ça n'est évidemment pas Facebook, Google, etc., qui sont des services privateurs c'est des monopoles, en fait, sur la recherche d'Internet, sur les réseaux sociaux. Internet, c'est avant tout une idée. C'est avant tout une idée. Est-ce qu'on peut arrêter une idée? Difficilement. Et c'est une idée qui consiste à dire que tous ceux qui peuvent envoyer de l'information depuis un ordinateur peuvent aussi en recevoir. C'est symétrique, c'est un système, on pourrait dire, horizontal. Ce qui fait qu'avec un smartphone, aujourd'hui, on peut héberger un site Internet. Oui, bien sûr. C'est fou. C'est incroyable. Voilà, c'est complètement incroyable. Donc on ne peut pas arrêter cette idée d'Internet. Donc contrairement à ce qu'on croit, c'est très difficile de contrôler Internet. On peut le ralentir, peut-être que les élites mondiales vont sûrement un intérêt à le faire. De là à y arriver, ça va être compliqué pour eux quand même. Donc c'est de l'espoir. C'est bien, oui, c'est un motif d'espérer. Oui, tout à fait. Cependant, les banques qui se voient flouées par l'arrivée de ces crypto-monnaies. Ne vont-elles pas essayer d'en créer elles-mêmes? Alors c'est ce qui se passe déjà. On sait que Goldman Sachs, mais aussi en France, Caisse d'épargne, etc., investissent massivement dans le monde des crypto-monnaies. Alors on se doute de pourquoi, parce que tant que ces monnaies sont de type rare, c'est-à-dire tendent vers un maximal et ne sont pas distribuées, on va dire, à la population, finalement, ils voient qu'ils ne peuvent pas arrêter ces crypto-monnaies. Ils ont intérêt à investir, et comme c'est compatible, on va dire, avec une forme de capitalisme violent comme on connaît aujourd'hui, et bien finalement, c'est un moindre mal. Donc ils sont en train de s'y mettre. L'intérêt pour eux, c'est de contrôler et d'avoir mis un code monétaire, c'est-à-dire le fonctionnement de la monnaie, l'ADN de la monnaie, qui soit compatible avec leur vision du monde. Voilà. C'est ça. Mais nous, on peut faire la même chose, effectivement, et c'est notre idée. Alors c'est pas la mienne directement, moi je suis venu sur le projet un peu plus tard. Mais voilà, donc c'est l'idée de la monnaie libre, qui est de créer une crypto-monnaie qui soit cette fois basée sur l'être humain. Alors, ça va être l'objet de notre troisième partie. On comprend bien vos intentions. Vous avez une préoccupation sociale forte par vos convictions chrétiennes, et vous êtes ingénieur informatique. C'est, je dirais, le quasi-idéal. J'ai failli arrêter mon métier parce que j'y trouvais plus de sens. Oui. Et donc en trouvant cet aspect de la monnaie qui a un but social, ça m'a vraiment effectivement remotivé, quoi. Eh bien, Benoît Lavenier, ça sera l'objet de notre troisième et dernière partie. Nous allons donc évoquer la monnaie libre et la June. La June, voilà. La June ou June, qui est la monnaie que vous avez inventé avec quelques amis, enfin avec une équipe. Voilà, alors c'est pas moi directement, mais voilà, je vais en parler. Ouais. Voilà, très bien. Alors, à très bientôt, à tout de suite. Alors, Benoît Lavenier, ingénieur informatique, membre d'une entreprise, chef d'entreprise même, c'est votre entreprise. Oui. Oui. Chef d'entreprise, passionné de questions sociales, chrétien, vous lancez avec, vous prenez, disons, en route, d'après ce que j'ai compris, cette idée de monnaie libre. Mais elle n'est évidemment pas celle des banques, basée sur la dette. Elle n'est pas non plus les crypto-monnaies célèbres comme le Bitcoin et d'autres. Vous voulez la généraliser. Alors, comment procédez-vous? Alors, il faut définir déjà le terme de liberté, parce qu'aujourd'hui, c'est un terme qui est un peu galvaudé. Alors, effectivement, c'est la liberté au sens de non-nuisance à autrui.
Donc c'est les libertés individuelles de base, je dirais. Et donc ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Exactement. Puis c'est l'universalisme, c'est-à-dire prendre en compte le fait que quelque chose qu'on applique à nous doit être aussi applicable à l'autre. Donc c'est, on va dire, une relation horizontale et non plus une relation de subordination. Alors en fait, pour définir clairement ce que c'est la monnaie libre, il faut parler de la théorie qui va derrière, qui s'appelle la théorie relative de la monnaie, qui a été découverte, parce que c'est une théorie mathématique et économique, qui a été découverte par un ingénieur français qui s'appelle Stéphane Laborde. Stéphane Laborde, oui, voilà. En effet, c'est ce que j'ai vu dans... Et donc, il a publié cette théorie en 2010. Voilà, c'est récent, donc. Voilà. Et moi, je me suis intéressé au sujet de la monnaie, vous voyez, qu'en 2012, et j'ai découvert qu'en 2015, ces sujets-là. Donc, voilà. Donc, lui avait commencé à faire le diagnostic qu'on a fait, finalement. On a les références du livre de Stéphane Laborde. Théorie relative de la monnaie, donc on vous mettra le site internet. Voilà. C'est trm.créationmonétaire.info. D'accord. Et donc théorie dans laquelle il explique, il cherche une solution pour que la monnaie soit créée de manière équitable entre chacun des membres de la communauté qui l'utilise aujourd'hui, et c'est ça qui est vraiment novateur, et dans le temps. Pourquoi ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il décrit l'économie. Alors, des économistes comme vous le savent très bien, mais peut-être pas nos téléspectateurs. C'est que l'économie, c'est pas un ensemble d'usagers, enfin de consommateurs ou d'utilisateurs à un instant T. C'est plutôt un flux, puisqu'il y a en permanence des nouveaux entrants et des départs. Il y a des morts. Voilà. Effectivement, l'être humain, qu'on le veuille ou non, qu'on espère qu'il soit un jour immortel, aujourd'hui, oui. On en est loin, on en est très loin, et c'est souhaitable. Aujourd'hui, eh bien, un être humain vit en Occident en moyenne 80 ans. Et donc Stéphane Laborde a cherché une solution mathématique pour créer la monnaie de manière juste, sachant qu'il y a cette caractéristique des Occidentaux. Que nous sommes mortels. Que nous sommes mortels, voilà. Et donc il a trouvé une forme mathématique qui permet de créer ça. Pour un mathématicien, il est quand même philosophe. Ah oui, tout à fait. Oui, il a des valeurs humaines certaines. Que philosopher, c'est apprendre à mourir. Mais vous savez qu'aux États-Unis, il me semble que quand vous êtes docteur en mathématiques, vous êtes aussi docteur en philosophie. Oui. Donc ça se rejoint. Toujours est-il que lui, il a voulu trouver la forme de la création de la monnaie, on va dire l'ADN de la monnaie, qui permet de respecter chacun. Vous voyez ? Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait une solution. C'était ce qu'on appelle, c'est ce qu'il a appelé le dividende universel. Voilà, c'est pas le DU, le dividende universel, qu'on appelle aussi DU. C'est en fait une création monétaire, une co-création monétaire de chacun des usagers, que vous soyez pauvre ou riche, peu importe votre condition sociale. Si vous adhérez à une monnaie libre qui respecte cette théorie, eh bien, vous allez créer de la nouvelle monnaie régulièrement. Soyons précis. J'achète ce téléphone portable, ce smartphone, et je l'achète en unité de monnaie libre, et c'est lors de l'acte d'achat que je crée la monnaie. Non, pas du tout. Alors, justement, c'est ça, création monétaire, dites-vous. Voilà. On la crée a priori, en stock. Voilà, on l'a créé. En fait, c'est simple. Pour qu'une économie marche, on l'a vu tout à l'heure, la monnaie, c'est un peu comme le sang dans un corps. Il en faut. Il faut de la monnaie. Bon, on a essayé les 5000 dernières années de créer de la monnaie avec de la dette. Oui. On crée une dette, on ne peut jamais rembourser la dette, donc ça crée une dette sans fin et ça crée des monopoles. Bon. Oui. On cherche une autre solution et Stéphane dit, si chaque être humain qui participe à cette monnaie était co-créateur de la monnaie, pas les machines comme le Bitcoin, les êtres humains, s'ils participaient à créer la monnaie, finalement, cette monnaie serait diffusée de manière naturelle dans l'économie. Alors, comment je la crée ? Alors, il suffit, grâce à la blockchain, dans la réalisation de cette théorie, qui s'appelle aujourd'hui la June, c'est la seule monnaie qui respecte cette théorie. Donc la June, eh bien, il suffit de s'inscrire à la June, d'être reconnu comme un être humain vivant, et vous allez, donc a priori, tout le monde peut y arriver. C'est relativement facile pour l'instant, mais... Et vous allez co-créer de la monnaie. Très souvent, je ne suis pas un robot. Oui, voilà. Ça, bon. Donc nous, le système de la June est un peu différent. Il faut être reconnu par des membres déjà présents dans le réseau de la monnaie. D'accord. Et donc c'est un peu un parrainage, si vous voulez, mais qui n'est pas du tout idéologique. C'est vraiment un parrainage factuel, on va dire un contrôle administratif, qui dit, qui met le tampon, vous êtes bien un être humain, et surtout, vous avez bien un seul compte de monnaie qui va co-créer cette monnaie. Alors, nos téléspectateurs
sont très demandeurs sur les monnaies alternatives, sur les monnaies libres, sur les crypto-monnaies. Ils sont très très demandeurs. Je le sais par les innombrables messages sur toutes les émissions que nous faisons. Alors, certainement, des téléspectateurs vont s'adresser à vous. Où peuvent-ils vous contacter? Y a-t-il un site? Ce site, vous l'avez donné tout à l'heure. Alors, non, on a créé... se sont créés de manière spontanée des collectifs un peu partout en France, de membres qui ont envie de promouvoir la monnaie libre, donc la première monnaie libre qui s'appelle la June, qui a maintenant 1 an d'existence, donc c'est un tout petit bébé. Ah oui, c'est tout jeune. Tout petit bébé, voilà, qui a déjà 1000, alors je crois aujourd'hui c'est 1000... j'ai le graphique. 1000 adhérents 1000 plus qu'adhérents, en fait. C'est des co-créateurs, on pourrait dire, on a des co-banquiers. Voilà, on atteint 1070 banquiers. Bon. Et sachant que pour être banquier, tout le monde peut être banquier, oui. Tout le monde, il est banquier. Tout le monde peut être banquier. Voilà. Tout le monde, il est banquier, mais tout le monde est usager de la monnaie. Voilà. Si voilà. Il est à la fois... Alors, on peut être usager sans être créateur de monnaie. D'accord. On peut être... Ah, oui. Voilà, donc on a à peu près 3000 usagers aujourd'hui. Ah, d'accord. Qui ont créé un compte en June. Oui. Mais tous n'ont pas fait l'étape de vérification que ils sont bien des êtres humains, ils ne se sont pas tous fait reconnaître, parrainés par d'autres membres. D'accord. Et ce fameux DU, dividende unique. Universel, pardon. Alors, il se crée comment ce dividende? Alors, donc la June utilise la technologie de la blockchain, donc on l'a dit tout à l'heure, un système décentralisé d'ordinateurs qui vont appliquer stricto sensus l'ADN de la monnaie, c'est-à-dire les règles de la monnaie, et qui vont vérifier qu'il n'y a aucun tricheur. D'accord. Donc ce réseau d'ordinateurs utilise un logiciel qui crédite tous les jours. Nous, on a décidé d'arroser un tout petit peu le compte de chaque co-banquier, co-créateur de monnaie, tous les jours. Et donc, tous les jours, aujourd'hui, on reçoit 10 junes, tous les jours à midi à peu près. D'accord. Alors, je suis membre. Je vais chez mon boulanger. Je lui dis, voilà, j'ai besoin d'un pain de campagne et de 2 baguettes. Je le paye en junes. Comment? Est-ce que je peux le payer en junes? Alors, Alors, c'est une bonne question. Il faut qu'on distingue ce qu'on peut faire aujourd'hui, sachant que la monnaie n'a qu'un an, qu'elle est portée par de simples citoyens qui n'ont pas d'intérêt et qui n'ont pas une force de frappe comme l'auraient les caisses d'épargne, Goldman Sachs, etc. Donc, on n'a pas une armée d'informaticiens. On a une trentaine à peu près de gens actifs qui collaborent au logiciel qui fait tourner la monnaie, qui le maintient. On a à peu près une centaine aujourd'hui d'ordinateurs sur Internet qui calculent cette monnaie. Vous voyez qu'on n'a pas des moyens extraordinaires. Mais donc aujourd'hui, en fait, on va pouvoir utiliser la monnaie libre là où le réseau ou les commerçants décident de l'accepter. Donc ça sera forcément local alors? Alors, dans un premier temps, ça dépend en fait du niveau de connaissance qu'ont ce fameux boulanger dont vous parlez. D'accord. Donc s'il n'a jamais entendu parler de la June, c'est évident que vous ne pourrez pas payer votre pain. Bon. Par contre, nous, dans mon département, on a monté un collectif et on fait des conférences, on anime des ateliers de formation. Et petit à petit, on a par exemple des maraîchers qui nous rejoignent. Le mois dernier, on a eu un ostéopathe, on a des artisans, des charpentiers. Et donc, au fur et à mesure, on est en train d'avoir un réseau de commerçants, d'artisans qui vont accepter cette June. Et là, du coup, ça devient possible de payer. Votre département, il faut le nommer, il n'y a pas de raison. Oui, c'est la Mayenne. C'est la Mayenne, c'est un département que je connais bien moi-même et que j'aime beaucoup, et qui est très riche de ces hommes. C'est un département des périphéries, délaissé par les pouvoirs centraux, mais il est riche sur le plan humain, très riche. Oui, et puis c'est un département qui est historiquement très agricole, donc voilà, on a souvent tendance à dire qu'il y a plus de vaches que d'habitants, beaucoup plus de vaches que d'habitants en Mayenne, mais du coup on a les pieds sur le plancher des vaches, si je puis dire. Oui, voilà. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont envie de revenir à des choses plus justes, et des gens qui ont quitté, on pourrait dire, le système aussi, dans leur tête, et qui cherchent une alternative, parce qu'ils voient que sans monnaie, on arrive au troc, ça marche pas bien, et donc il y a une espèce et ça je dénonce ça aussi, une espèce d'utopie qui est de croire qu'on peut changer le monde sans utiliser de monnaie du tout. Je pense que c'est vraiment, c'est dommage en fait. L'abolition de la monnaie, c'est le troc. Enfin, ouais, mais ça marche pas, enfin, c'est la catastrophe. Oui, bien sûr. Pour que le dentiste fasse réparer sa voiture, il faut que le garagiste...
pour que le garagiste se fasse soigner les dents, il faut que le dentiste ait sa voiture en panne. Bah oui. Et puis donc, aller troquer une maison voilà. Mais là, c'est dans le domaine des services, c'est encore plus difficile. Oui, mais c'est pour tout. Aller acheter une voiture il est faux que dans l'histoire monétaire, le troc a été une longue période, c'est faux. Non, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. C'est très marginal. Tous les en fait, c'est dans les réseaux de confiance, les très petites cellules, cellules familiales, ou les petits hameaux, etc., où là, il y a une sorte de comptabilité quand même, mais qui est informelle. C'est-à-dire que c'est intéressant, il y a quand même une comptabilité. Oui, mais puis c'est des petits trocs de service. Oui, ça reste marginal. Oui, je vois un peu, mais c'est très marginal. Alors, maintenant, j'ai 2 questions. En Mayenne, vous avez l'association Le Sou. Oui. SOU. Voilà. Solidus. C'est la racine latine solidus qui a donné le sou, qui était une division de la monnaie d'Ancien Régime. Nous sommes bien d'accord. Le sou ou le solde. Alors pourquoi le sou? Pourquoi avez-vous choisi? C'est un nom... un petit clin d'œil. C'est un nom du terroir, c'est un nom qui est simple à retenir. Il faut des sous. Voilà, il faut des sous. Voilà. Un sou est un sou aussi. Oui. Donc, et puis on a choisi de distinguer l'association qui fait la promotion de la monnaie de la June en tant que telle. On n'est pas du tout obligé d'adhérer dans mon département à cette association pour utiliser la June. Vous voyez, comme c'est une monnaie qui circule sur Internet, donc on a dissocié les choses. Et alors vous faites une série de conférences et d'animations, conférences, interactions, de vulgarisation, tout public, sensibilisation à la monnaie, animation, June Economicus, un jeu un jeu pour comprendre. Vous faites des soirées, vous faites des formules complètes d'initiation. Enfin, vous êtes terriblement actif. Et vous faites des stands associatifs. Alors vous allez sur les marchés, dans les fêtes locales, quand il y a un festival qui est un peu dans la mouvance alternative, tout de suite on a un écho favorable. Intéressant. En fait, ce qu'il faut noter, de manière plus générale, c'est que c'est une stratégie qu'on peut adopter partout en France et à l'étranger, qui est de s'activer localement là où on est, avec une communication qui n'est pas justement centralisée. D'accord. C'est-à-dire qu'on a en fait sur la monnaie libre, vous allez trouver plein de sites. Par exemple, il y a un collectif que je salue à Toulouse qui s'appelle le collectif Monnaie Libre Occitanie, qui a créé son propre site, qui a ses propres formations, etc. Et dedans, donc, on intègre 3 dimensions, des conférences de vulgarisation. On a un jeu qui s'appelle Géconomicus, qui a été créé par Stéphane Laborde aussi, en grande partie, et par Sybille Saint-Giron, qui permet de, par le jeu, comprendre en quoi ça change les choses. Pourquoi, par exemple, on va simuler dans une première partie le système bancaire actuel, le système de monnaie actuel, et on va voir les effets. C'est une sorte de Monopoly géant, on peut jouer jusqu'à 30 joueurs, donc c'est assez sympa avec les enfants. Et dans une deuxième partie, on va faire un système avec la monnaie libre. Et vous voyez, c'est pas du tout théorique, les gens ils vont échanger. C'est concret. Et à la fin, on les laisse choisir. Qu'est-ce que vous voulez? Et c'est un peu mon message aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on va continuer de se plaindre, de se lamenter de notre système, alors que peut-être il existe, et on peut comprendre une monnaie libre en visualisant 1 heure à 2 heures de conférence, voilà, si on veut creuser le sujet. Est-ce qu'on va continuer de se plaindre ou est-ce qu'on va se décider d'agir? Nous, on pense qu'on peut agir. Par contre, c'est une utopie de croire qu'on va agir en 4 ou 5 ans. On ne va pas changer l'économie en 4 ou 5 ans. Donc notre échelle de temps, enfin, en tout cas c'est la mienne, je dis, voilà, il faut au moins 20 ans. Voilà, on va prendre au moins 20 ans. Vous savez, 20 ans, ça paraît long. C'est une amie qui m'a aidé à prendre conscience de ça. Elle me dit, Benoît, ton combat sur la monnaie, ça risque d'être long. Tu sais combien de temps il a fallu pour que les gens qui montent dans la voiture mettent leur ceinture de manière automatique? Il a fallu 20 ans. C'est-à-dire une génération, voilà, une génération. Et je l'ai vécu, moi, en fait, parce que mon papa montait en voiture et il s'accrochait jamais. Il a fallu que ce soit nous, les enfants, qui lui disions... Donc, il va falloir faire sans doute ce même chemin. C'est-à-dire peut-être, effectivement, vous arriverez à la monnaie libre par vos enfants qui auront tout compris plus rapidement que vous. Alors, je vous pose une question qui est fatale, en quelque sorte. Est-ce que la June est convertible en euros? Alors, en fait, toute valeur économique est convertible en n'importe quelle autre valeur. La seule condition, c'est qu'il faut qu'il y ait un acheteur. Voilà. Donc on ne peut pas empêcher la June, et ce n'est pas souhaitable, d'être convertible en euros, de même qu'on ne peut pas empêcher ce crayon, peut-être que vous avez touché, on ne peut pas l'empêcher d'être vendu, parce que maintenant il a de la valeur, n'est-ce pas? Il est venu sur le plateau de Télé Liberté. Et donc il a une valeur en euros, comme il a une valeur en dollars, à partir du moment où il trouve un acheteur. Donc c'est pareil pour la June, donc il y a déjà, c'est très...
c'est très minime, mais il y a déjà des échanges, par exemple de Bitcoin en June, de June en euros, etc. Mais ça voilà, c'est libre en fait. Par contre, il faut distinguer aujourd'hui ce qu'on appelle la spéculation. Oui. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre dans le système actuel, il me semble, c'est que non seulement, effectivement, il y a des acteurs qui créent la monnaie, mais juste à côté d'eux, c'est-à-dire dans le bureau d'à côté, il y a des gens qui vont faire la spéculation. Donc, ils vont avoir un levier de monnaie à injecter dans un domaine de l'économie qui est direct. Donc, on a en quelque sorte les incendiaires et on vient leur donner la boîte d'allumettes. Oui, d'accord, je comprends. Donc avec la monnaie libre, ils n'auront plus ce levier de création monétaire. C'est-à-dire qu'un trader fou qui veut spéculer partout, il pourra le faire en June, mais il va falloir qu'il aille récupérer la June là où elle est, c'est-à-dire sur le compte de la plupart des gens qui sont complètement loin de cette philosophie de... D'accord. Vous voyez, donc ça va être beaucoup plus compliqué. Vous avez dit trader fou, mais non, trader tout court. Oui, enfin, ils sont... C'est un peu pléonasmique. Voilà, mais j'ai rien contre eux, encore une fois. Voilà. Voilà. Puis, Alors, disons qu'ils ont un intérêt à utiliser les monnaies bancaires. On ne peut pas leur reprocher. Bien, nous, on a un intérêt à utiliser la June et on ne peut pas non plus nous en empêcher. Alors, les téléspectateurs vont vouloir vous contacter. Nous allons donner une série d'adresses, créationmonétaire.info par exemple. Voilà, alors on a également... On va les imprimer à l'écran. Voilà, on a également un forum qui est très actif. Alors, un forum, ça c'est important. Voilà, c'est très un important. Forum où vous pourrez avoir une réponse. Ce forum très s'appelle comment? Alors, donc c'est forum.monnaie-libre.fr. Oui, très bien. Voilà, et donc vous pouvez vraiment poser toutes les questions, vous aurez des réponses. La post-production va vous mettre tout ça à l'écran. Voilà. Vous allez voir Ceux ça. qui ont des questions plus techniques sur le logiciel qui fait tourner la June, et c'est ça, oui. Le logiciel qui s'appelle aujourd'hui Duniter. Oui. Il y a également un forum avec un site internet, donc c'est sur duniter.org, on le mettra à l'écran. D'accord. Et puis nous, localement, on a un collectif qui s'appelle Le Sou, et vous trouverez ça sur le-sou.org. Le-sou.org. Voilà. Eh bien, Benoît Lavenier, merci beaucoup pour, d'abord, vos compétences, pour votre pédagogie. Et il est vrai que nous découvrons une terre nouvelle, grâce à vous, mais il y a une demande forte que je perçois à travers les messages de nos téléspectateurs. Soyez-en remerciés. Merci beaucoup. Et alors je me permettrai de transmettre ce remerciement à tous les ingénieurs qui ont travaillé là-dessus, notamment Cédric, qui se reconnaîtra, qui a porté ça dans la douleur, je dirais. C'est-à-dire qu'il a transpiré pour faire une bonne partie du logiciel qui rend cette utopie concrète. En fait, c'est plus une utopie parce que, figurez-vous que moi j'achète mes légumes avec la June maintenant. J'ai eu des légumes comme jamais j'ai eu et des fruits cette année, à tel point que j'en donnais à mes voisins, vous voyez. Il y a des gens dans une situation de précarité qui en profitent déjà, dans mon petit village. Vous voyez, donc c'est concret. C'est vraiment des échanges concrets. C'est de l'économie réelle. C'est économie réelle et revanche des périphéries. Peut-être, revanche joyeuse. Allez, joyeuse. Oui. Dans la bonne humeur. Voilà. Vous êtes un homme de paix. Exactement, voilà. On l'est tous, au fond de nous. On s'efforce de l'être, en tout cas. Voilà. Merci, Benoît Lavenier. Merci au nom de tous nos téléspectateurs, à qui je dis à très bientôt, chers téléspectateurs. Nous reparlerons de ces questions de crypto-monnaie, pour employer un terme qui n'est peut-être pas celui qui vous convient. Mais vous, c'est monnaie libre, alors vive longue vie à la June. Et vive la monnaie libre. Merci. Merci. Le média se voulait une télévision novatrice, insoumise. En quelques semaines, les départs, les querelles se sont multipliés. La ligne éditoriale est contestée. Des fake news, des mensonges médiatiques apparaissent, notamment avec l'annonce d'un prétendu étudiant dans le coma à Tolbiac. Depuis 4 ans, TV Liberté vous offre chaque jour une information différente, vérifiée, alternative, pour maintenir sa liberté et son indépendance. Donnez à TV Liberté, donnez à la presse que vous aimez.